Rebonjour à ceux qui étaient avec nous en première partie et bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde de la Réunion de Chantier de France. Nous avons évoqué les enjeux économiques en première partie. Nous allons maintenant nous intéresser aux enjeux techniques. C'est la Réunion de Chantier de France, c'est tout de suite. Avec nous, trois nouveaux invités que je vais vous présenter. Richard Loyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable matériel chez SPI Batignolles Fondation. C'est bien ça. Soyez le bienvenu. Merci. Laurent Chapon, bonjour. Même fonction chez Razelbeck en province et dans les filiales de spécialité. Oui. Bonjour Laurent. Jean Poirier, bonjour. Jean-Noël, bonjour. En provenance de Bar-sur-Aube. Oui. Entrepreneur, en particulier dans le terrassement. Oui. Soyez le bienvenu. Merci. Nous allons, comme je l'ai expliqué en préambule, nous intéresser maintenant aux enjeux techniques qui ne sont pas minces à l'heure de la transition énergétique et des nouvelles technologies qui arrivent sur vos matériels. Jean Poirier, vous avez un parc relativement conséquent pour une PME. Est-ce que vous allez investir l'année prochaine en spécifications techniques particulières ? Alors pour l'année prochaine, pour l'instant, j'ai rien de prévu parce que j'ai déjà fait pas mal de choses ces derniers temps. Oui. On a investi dans pas mal de matériel, à la fois chez Bergera, enfin chez Caterpillar et chez Komatsu. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'intérêt économique et donc la consommation, hein, c'est très clair. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, surtout que on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, c'était reporté d'une année, mais le carburant va fortement augmenter, donc ça va avoir une incidence, hein, c'est quelque chose... C'est programmé, absolument. C'est programmé, hein, c'était repoussé, mais de toute façon, on sait très bien que de toute façon, on va y passer, c'est très clair. Donc l'enjeu économique au niveau de la consommation du matériel est très importante, évidemment, et puis... Bien évidemment, ensuite, ce qu'on cherche aussi à bien évoluer, c'est au niveau de tout ce qui est suivi de 3D, hein, au niveau du matériel. Hein. On viendra sur cet enjeu, absolument. Et puis tous les équipements au bout de ces engins. D'accord. Et globalement, quand vous investissez dans le matériel, c'est des gammes standards ou vous aimez bien avoir des modifications, voire des transformations de vos machines? Alors, standard, non. On les équipe toujours. On a plutôt tendance à m'appeler Monsieur Plus. Quand vous allez dans les options? Oui, on va dans les options. Oui, on va toujours dans les options. On cherche à optimiser et vraiment aller dans la productivité et surtout l'efficacité. C'est très clair. Oui, oui. D'accord. Richard Loyer, dans le domaine des fondations spéciales, on est sur du matériel très spécifique, avec peu de fournisseurs et des demandes qui sont toujours assez particulières, les entreprises ayant des procédés, des techniques propres à elles-mêmes. Comment, dans ce cadre-là, vous arrivez à vous approvisionner auprès des différents fournisseurs ? Alors effectivement, on a un métier dit de fondation spéciale et le mot spécial s'applique à beaucoup de choses, donc aussi au matériel. Ceci dit, il y a des fournisseurs qui sont spécialisés dans nos métiers. Ce ne sont pas forcément des grands constructeurs généralistes, même s'il y en a un, Liebherr par exemple, mais sinon ce sont plutôt des constructeurs de taille moyenne qui ont des matériels à proposer, développés spécifiquement pour nos chantiers. Alors on va vers eux, hein, assez classiquement. Et puis on complète aussi cette offre par une capacité de développement en interne. Nous avons notre propre bureau d'études de développement matériel qui nous permet d'aller au-delà de la proposition du marché, quand il y a des variantes sur les chantiers, quand il y a des problèmes spécifiques, dans le cadre de l'innovation, de pouvoir aller plus en avant sur le matériel en développant par nos propres moyens. Donc c'est très souvent du cas par cas sur un cahier des charges que vous fournissez ou que vous co-construisez avec le fournisseur. Alors, on peut faire du co-développement. Alors, oui. Quand je parlais de développement, on peut le faire purement en interne, hein, ça existe. Ou alors, on a aussi effectivement des opérations de co-développement avec les constructeurs, où on va aller avec un cahier des charges spécifique, est un peu prescripteur, et le constructeur, ne le font pas tous, mais certains sont très ouverts à ça, va faire évoluer son produit par rapport à nos propres besoins. D'accord. Chez Razelbeck, quelle est votre vision de la démarche ? Là, clairement, on est, comme l'a dit M. Poirier, au-delà des consommations, on va viser les réductions de CO2, oui. La sécurité qui est de plus en plus important pour nos chantiers et pour nos clients. Et le dernier
l'aspect, c'est plus l'aspect qualitatif à travers tous les process de guidage qui aussi apportent de la sécurité à notre sens, parce qu'il évite des gens à pied sur le chantier. Oui, c'est sûr. Donc c'est tout ce package ensemble qu'on va regarder pour faire le bon choix sur les matériels à investir dans nos agences, nos filiales ou sur les grands travaux. D'accord. Et sur le principe, vous essayez d'être davantage sur du matériel standard que vous trouverez sur étagère chez vos fournisseurs, ou vous aimez bien avoir des matériels spécifiques à vos activités? On ne fait pas vraiment de spécifique, on reste dans un domaine de terrassement, VRD assez standard. Par contre, effectivement, les machines sont en général bien équipées. Elles ont toutes les lignes hydrauliques en prévision d'une évolution, d'un nouvel outil, de différentes choses qui peuvent arriver derrière. Prééquipées toujours sur le guidage, des choses comme ça. On équipe bien les machines en vue. On les garde, on les achète pas pour un an. On les achète en général pour des durées un peu plus longues. Donc il faut qu'elles puissent évoluer aussi et suivre l'évolution dans le temps. D'accord. Vous l'avez dit, beaucoup sont équipés, notamment de lignes hydrauliques, pour devenir de plus en plus polyvalentes. Est-ce que cette possibilité d'en faire des porte-outils très polyvalents vous satisfait? Oui, après, il ne faut pas en faire des machines bonnes à tout, bonnes à rien. On a fait certains essais. Au début, on a tâtonné avec des porte-outils qui devenaient très lourds et des machines qui arrivaient à être déséquilibrées, qui ne sortaient plus les productions parce que trop d'outils finalement pas équilibrés, qui en même avaient des vrais sujets de sécurité derrière sur l'équilibre de la machine. Donc on y va avec parcimonie en étudiant chaque machine au cas par cas, la demande de l'agence ou du chantier assez précisément pour voir ce qu'il est bon de faire et ce qui est en trop. Parce que des fois, trop il est mis du bien. Voilà. D'accord. Dans le domaine des fondations spéciales, la polyvalence a rapidement ses limites. Oui, malgré tout, ça reste un enjeu, Oui. parce qu'on travaille aussi sur plusieurs secteurs, mais c'est évident qu'on ne va pas transformer une machine de pluie en machine de paroi moulée, mais on garde quand même aussi un œil attentif sur la capacité du produit à évoluer dans le temps, parce que qui dit projet spécial dit souvent nouveaux besoins, et il faut être capable régulièrement de réadapter les machines. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des capacités d'études en interne. Donc on ne trouve pas des machines très polyvalentes sur le marché, mais la problématique de les faire évoluer et de les adapter dans le temps aux besoins, elle existe aussi chez nous. D'accord. Quand vous dites dans le temps, vous vous placez à quel horizon? Alors, on a des engins avec des granulométries très différentes, que ce soit en taille, en prix, mais on se place, je dirais, sur une décennie, sur les engins de fondation spéciale. D'accord. Et donc, sur une décennie, une machine conçue à l'origine pour une mission pourra voir son travail évoluer? Oui, c'est ça. En tous les cas, ses caractéristiques, ses performances, pas sa destination finale, mais clairement, ses caractéristiques évolueront dans le temps. D'accord. Est-ce que vous êtes encore en mesure, ou vous avez encore la volonté de développer en interne des machines pour mettre en œuvre une technique que vous auriez élaborée en interne? Mais je pense que c'est assez essentiel et c'est un point fort de l'entreprise. Si on doit rentrer dans le cycle du constructeur pour développer une nouvelle fonctionnalité, il faut déjà que le constructeur soit réceptif, qu'il le planifie dans ses propres opérations de développement. On est sur un temps très long. Nous, la réactivité, ça peut être dans la semaine, sur des gros projets évidemment non, mais on a ce besoin et si on ne s'organise pas en propre pour pouvoir y répondre, en fait on n'est pas en capacité de répondre aux besoins du chantier. D'accord. Jean Poirier, j'imagine que le bureau d'études de l'entreprise n'est pas habilité à développer du matériel. Pas du tout. Donc on fait avec l'offre du marché. Oui. La polyvalence dans une entreprise comme la vôtre, est-ce que c'est déterminant? Vous préférez des matériels très spécialisés pour davantage d'efficacité, de productivité in fine? Alors moi, effectivement, depuis très longtemps, on a équipé nos machines déjà il y a une bonne quinzaine d'années avec des godets orientables. À l'époque, c'était très rare. Vous savez, quand on est arrivé sur ces travaux autoroutiers à l'époque et qu'on est arrivé avec nos godets orientables, ça a surpris beaucoup de gens. Mais c'est un gain de productivité incroyable. Et ça a évolué terriblement. Et nous, on a suivi l'évolution parce que aujourd'hui, nos conducteurs sont habitués maintenant à évoluer, à suivre l'évolution. Et je vois mal déjà faire machine arrière. Ça serait pas possible et envisageable.
Et quand on voit maintenant tout ce qui est proposé au niveau de tous ces godes orientables, ces têtes rototilt et tout, effectivement, je rejoins ce que disait monsieur. Il faut aussi dimensionner effectivement les balanciers et l'équipement qu'on va mettre au bout en fait en fonction de la taille de la machine et de son poids, parce que c'est vrai que ça aura vite tendance à déséquilibrer l'outil. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de toute façon d'évident, c'est que alors nous, on fait du terrassement. Dans le terrassement, le système 3D, on l'a depuis très longtemps. Il n'y a pas de sujet. On le met systématiquement. On ne cherche pas à comprendre. Niveleuse, pelle, bulle, ça c'est maintenant même compacteur. C'est réglé. Maintenant, pour tout ce qui est matériel VRD, hein, les petites machines, les pelles de 15 tonnes, toutes nos machines sont équipées de rototilt, hein, c'est très clair. Hein. Alors rototilt, quand je dis rototilt, pour toute multidirectionnelle. Voilà, hein, peu importe la marque. Hein. Aujourd'hui, on a du Silvrist, on a de Lencon. Bon, voilà, on a ces différentes outils et marques, mais très honnêtement, on ne saura plus s'en passer, parce que ça nous fait déjà gagner un temps fou, ça c'est très clair. Et aujourd'hui, en fait, on vient pallier le manque de main-d'œuvre à pied avec ces outils. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus les gens pour tirer le râteau, pour régler le petit coup qui va bien. Bon ben voilà, maintenant on arrive à faire ça avec des outils qui sont au bout de ces petites pelles. Là. Même nos pelles de 5-6 tonnes sont équipées avec des rototilts, vous voyez bien. Et alors on a les outils qui vont bien et qui fait qu'on remplace la main de l'homme en somme. Parce qu'on a des opérateurs qui sont tellement doués avec ces outils qui nous font un travail exceptionnel. Donc c'est vraiment la stratégie de l'entreprise, du gros booter jusqu'à la mini-pelle, d'avoir un équipement sophistiqué. Oui, complètement. Chez Razelbeck, est-ce que la même approche est possible dans la mesure où forcément le parc est plus conséquent et que vous intervenez partout en France sur différents métiers malgré tout? Elle est possible, mais on la regarde aussi au regard de l'ARH. Oui. On l'a dit, ça nécessite ces outils pour qu'ils soient optimisés, bien utilisés et qu'ils fassent réellement gagner du temps au chantier. Il faut l'opérateur qui va bien derrière. Si on n'a pas les opérateurs qui vont bien, c'est pas la peine de les acheter. Clairement, il faut mieux embaucher un manœuvre de plus qui prendra le râteau si on le trouve. C'est ça. C'est la difficulté qu'il y a actuellement. Ces outils-là demandent des compétences supérieures. On est sur pour utiliser une tête rotative multidirectionnelle, on l'a dit. Et bien l'utiliser, il faut être un bon chauffeur. Ça ne s'improvise pas, absolument. Il faut avoir été formé. Il faut former ses chauffeurs. Donc on est un peu vigilant sur l'âge du chauffeur, à qui est affectée cette machine, ces différentes choses, avant de faire ces choix-là. D'accord. Vous l'avez dit, donc la ressource humaine est assez centrale. Est-ce qu'à un moment donné, elle peut bloquer l'adaptation et la généralisation de technologies comme le guidage 3D ou l'installation d'un porte-outil multidirectionnel qui oblige à s'orienter dans les 3 dimensions? Je dirais 2 cas très différents. Le guidage 3D, pour moi, il est un atout, quelle que soit la compétence du chauffeur. Au contraire, je dirais même un chauffeur moins compétent va avoir plus d'intérêt à utiliser un guidage 3D. Pour les têtes multidirectionnelles, c'est là où c'est suivant l'âge du chauffeur, est-ce qu'il va savoir s'adapter à cet outil? C'est plutôt ça la question. Voilà, c'est 2 cas de figure très différents. Le guidage, bon, ça se généralise avec soit des postes-montes, soit des montes-usines. Aussi, c'est un débat avec les différentes marques interfacées sur un chantier. Ça a des difficultés aussi. Les têtes, on regarde au cas par cas le chantier, enfin l'agence, le chauffeur qu'on va mettre sur cette machine. Parce qu'en général, nos machines sont quand même affectées. Elles bougent normalement peu, sauf des fluctuations dans l'activité entre agences. Et donc, c'est vraiment un côté global qui se discute avec le responsable de l'agence qui connaît ses équipes, qui sait nous dire oui, lui, il va savoir faire, lui, c'est peut-être pas la peine parce qu'il n'en tirera jamais réellement le profit ou le gain qu'on peut en attendre. D'accord, donc il n'y a pas une stratégie, on va dire, globale qui s'applique systématiquement. C'est un petit peu du cas par cas aussi. Exactement, il n'y a pas les ordres qui descendent de Paris. D'accord, donc on regarde à l'échelle. Exactement. Ceci dit, peuvent descendre, mais très rapidement, on verra qu'au niveau du terrain, ça coince. Exactement, et dans ce cas-là, on sera inaudible, donc c'est pas l'objectif non plus. D'accord.
Sur un profil comme les foreurs, qui sont très particuliers, comment vous gérez l'introduction de ces technologies qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui ont tendance à se généraliser? Et est-ce que vous voyez arriver une nouvelle génération d'opérateurs complètement rompus et même peut-être demandeurs de ces technologies? Alors, premièrement, on a parlé de RH. Je pense qu'en termes de trouver de nouvelles ressources, mon métier est sûrement plus facile que celui de notre directeur des ressources humaines. Acheter du matériel reste certainement plus simple que de trouver des hommes qualifiés. Alors, nous, on pense vraiment que l'aide à la conduite, c'est quelque chose qui va nous aider. Et notre métier, encore une fois un peu spécial, fait qu'on ne voit jamais ce que l'on fait. On travaille en aveugle, puisqu'on fort, on ne voit jamais l'outil de travail. Donc, tout ce savoir-faire, initialement, à l'origine, il est fait d'expérience, il est fait de transmission. Aujourd'hui, les turnovers sont plus importants dans les entreprises. Il y a une certaine rupture en fait dans la transmission de ce savoir et il ne faut pas le perdre. Donc depuis déjà assez longtemps, on a instrumenté nos machines, c'est quelque chose qui est très présent dans nos équipements. Jusqu'à présent, les gens lisaient les paramètres et les interprétaient, je dirais, au poste de commande. Aujourd'hui, on fait un vrai travail de compréhension et d'analyse de ces informations en temps réel. Bon, c'est un peu ce qu'on appelle le big data, l'intelligence artificielle, pour essayer de créer de restituer à l'opérateur des informations qui vont pour lui des aides à la conduite et pas simplement des valeurs d'un capteur ou d'un autre, mais plutôt de lui donner des tendances pour le guider et savoir comment évoluer sur ces réglages de machine. Et probablement que c'est l'antichambre des machines un peu plus automatiques qui viendront probablement derrière. D'accord. Donc le savoir... Pour répondre à la deuxième partie sur les attentes des opérateurs, c'est évident que la génération qui arrive est rompue à la technologie, aux multimédias, aux appareils électroniques, et c'est peut-être plus facile pour eux que pour quelqu'un de plus âgé qui n'est pas né avec. Et c'est vrai que si on leur propose des machines un peu datées, qui n'embarquent pas de technologie, bon, on les intéresse moins. Donc c'est aussi une question d'attrait pour recruter. Ces facteurs d'attractivité voilà, dans vos métiers, ouais. Sachant qu'auparavant, c'est vrai que les opérateurs, comme les aides au forage, pouvaient acquérir une certaine expertise de manière assez empirique, mais qui leur permettait d'être efficaces et de réussir les chantiers. Aujourd'hui, on va plutôt regarder la data et le retour des données de la machine pour être sûr de travailler correctement. Je pense qu'il faut quand même garder un bon équilibre entre les deux. On dit toujours que la richesse de l'entreprise, c'est avant tout les hommes dans notre métier. Le matériel, c'est une question de patrimoine, mais le savoir-faire au travers des hommes, c'est une richesse qui est encore bien plus grande. Et on n'est pas arrivé au stade où tout ce savoir, toute cette expérience est rentré dans des algorithmes et des disques durs. Donc c'est une question de transition qui va se faire sur le temps moyen probablement, sur le renouvellement des générations avec ceux qui s'en vont et ceux qui viennent. Mais c'est un enjeu qui est effectivement très important. D'accord. L'approche technologique de l'entreprise, est-ce que selon vous, ça a été favorable à l'arrivée de jeunes dans une PME? Ah oui, complètement. Ah oui, absolument. Moi, je vois mon chauffeur de bulle. Alors, c'est quelqu'un qu'on a eu très jeune dans l'entreprise. C'est ce qu'on fait, nous, en fait. Au sein de ma propre boîte, on marche beaucoup avec l'alternance et l'apprentissage. Hein. Donc, on prend des jeunes. Et puis, j'ai tendance à dire, on les trie sur le volet. Parce qu'effectivement, ils sont élevés avec les plus anciens. Maintenant, on voit bien que les anciens ont un peu de mal, en fait, avec toute cette nouvelle technologie. Mais on voit bien que tous ces jeunes qui arrivent sur le marché, eux, pour le coup, c'est tout à fait naturel. Et pour eux, c'est quelque chose d'intéressant et ce qui les intéresse. Et effectivement, c'est un atout, moi, je pense, pour les faire venir. Et effectivement, ça les intéresse beaucoup. Et moi, je vois bien, je reviens à mon chauffeur de bulle, qui, lui, est très, très intéressé par ça. Lorsqu'on est en train d'effectuer un terrain dans les vignes, admettons, quand il voit quelque chose qui ne va pas bien, il passe revoir le géomètre en lui posant quelques questions et revenir en lui disant, écoute, je pense qu'il y a un souci et tout. Voilà, c'est pas non seulement un conducteur, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il fait et qui forcément, comme il est très intéressé par le guidage et le 3D, bon, parce que le 3D c'est bien, mais pour autant il y a des petites imperfections, on va dire. Fait, oui. Hein, donc de temps en temps, il faut corriger aussi. C'est pas non plus la panacée. C'est pas toujours la panacée. Donc il faut aussi quelqu'un qui réfléchit. Et je pense que toute cette jeunesse qui arrive là, pour eux, c'est quelque chose
peut-être je dirais naturel, quoi, en fait, hein, que nos anciens chauffeurs n'avaient pas, hein, très clairement. D'accord. Vous arrivez à évaluer précisément les gains de productivité? Alors, on sait, nous, aujourd'hui, avec le guidage 3D, vous parlez. Mhm. Ouais, le guidage 3D, nous, c'est un gain de production entre 10 et 15% sans aucun problème. D'accord. C'est quelque chose c'est phénoménal, hein. Mais nous, on le pratique depuis très longtemps, hein, j'insiste, hein. Oui, c'est complètement maîtrisé. Ouais, c'est complètement maîtrisé. On réalise nos projets, on rentre ça dans nos machines et alors c'est un gain de temps incroyable. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure mon collègue. C'est vrai qu'au niveau de la sécurité aussi, c'est exceptionnel. Puis il n'y a plus personne qui traîne sur le chantier, il n'y a plus besoin de mettre de piquet. Voilà, on vient de réaliser une plateforme de plus de 25 hectares auprès de 3. On n'a pas mis un piquet, quoi, hein. Voilà, je veux dire, c'est quand même exceptionnel. Alors qu'à l'époque, c'était une ribambelle de piquets, des géomètres et des gars de partout. Plusieurs journées d'implantation. Non mais voilà. Laurent Chapon, est-ce que vous pourriez approcher ces pourcentages en gain de productivité ou est-ce que c'est un petit peu plus diffus chez vous? Non, on les approche et en particulier, non pas parce que la machine fait beaucoup plus de cubes ou de mètres carrés par jour, mais parce que l'implantation a aussi coûté beaucoup moins cher finalement. C'est ça. Si on s'évite des gens qui portent des piquets, la manœuvre, c'est pas cadeau, elle est difficile à trouver. Donc si on a un gain de sécurité et un gain clairement financier en limitant le nombre de personnes sur le chantier, et puis la collectivité engin piéton est quand même à éviter et à proscrire de plus en plus. D'accord, donc le retour sur investissement pour vous est satisfaisant et répond à vos besoins. Oui, tout à fait. Je pourrais rajouter que sur certaines typologies de machines, à l'inverse du 3D, des têtes rotatives, pour les bulles et les niveleuses, c'est inenvisageable à l'heure actuelle de les acheter non guidées. Ah non, mais c'est sûr. Voilà, c'est sûr. D'accord, là c'est le cahier des charges. Le cahier des charges dans tel le que standard, vous le fournissez. Oui. D'accord. Richard Loyer, vous l'avez mentionné, une certaine automatisation des tâches. Le chantier de fondation spécial s'y prête, puisque c'est un chantier qui est bien défini. Où en êtes-vous justement au niveau des matériels, on va dire, automatisés? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas encore tout à fait à la phase de l'automatisation, mais par contre, sur l'aide à la conduite et sur certaines parties du travail qui peuvent être automatisées, il y a des solutions qui sont déjà assez pertinentes. On peut prendre par exemple le bétonnage d'un puits en arrière creuse, qui repose sur un certain nombre de paramètres parfaitement maîtrisés. Aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de prendre la main sur la machine où l'opérateur va lancer le démarrage du bétonnage. Alors, il va être présent tout à fait au démarrage parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont compliquées à modéliser et le cerveau est encore très utile pour pouvoir ajuster, je dirais, le premier mètre de bétonnage. Mais après, en fait, il va lancer l'opération en automatique et la machine prendra le contrôle sur l'opération et en fait, il y a même des gains en qualité parce qu'il n'y a pas d'aléa en fait. Et puis ce sont des opérations très répétitives. C'est des opérations très répétitives, faciles à contrôler, puisqu'il y a une certaine régularité dans l'opération, et en fait ça donne de très très bons résultats. On ne va pas gagner forcément en productivité pure, mais on va gagner en qualité et en confort pour l'opérateur. D'accord. Les enjeux de sécurité sont également importants, vu déjà la taille des machines, les opérations, la configuration des chantiers. Est-ce que ces technologies vous apportent aussi un plus au niveau de la sécurité de l'opérateur et de l'environnement de la machine? Oui, alors déjà à travers les solutions qui ont été évoquées tout à l'heure, on a aussi nos machines qui sont équipées de systèmes de détection, de caméras bird view, périmétriques. Toutes ces choses-là participent à la sécurité du chantier. Le géopositionnement, alors nous c'est pas les mêmes problématiques que le terrassement, mais on avance aussi sur le géopositionnement pour maîtriser les phases de travaux, les phases de mouvement d'engin. Donc tout ça participe bien évidemment à la sécurité du chantier et aux conditions de travail pour les opérateurs. D'accord. Razalbek, vous avez une palette de métiers quand même assez importante, notamment dans les travaux souterrains. Et est-ce que les matériels que vous allez acquérir pour ces travaux font l'objet d'une fiche technique particulière? Alors oui. Alors évidemment, elles sont adaptées aux travaux souterrains, mais est-ce que vous rajoutez des dispositifs, notamment de sécurité? Alors sur la sécurité, elles sont déjà des machines d'origine très bien dotées parce qu'elles sont spécifiques à ça. Sur le gros delta qui a eu lieu ces dernières années, c'est tout ce qui est au niveau des émissions de CO2 et des émissions de poussière et de particules dans les tunnels.
On ne tolère plus les machines qui n'ont plus de FAP on évite le thermique déjà. Et quand on n'a pas le choix, le FAP est évidemment indispensable, toutes ces choses-là, pour protéger nos salariés et l'environnement de travail. Pour la sécurité, on essaye, il y a des caméras, il y a des détecteurs, on essaye, et on est conscient, on parlait des écrans qu'on met sur le 3D, sur plein d'écrans dans la machine. Dans le choix des machines, on préfère toujours avoir une vision directe, parce que les caméras c'est bien, mais si on met un écran, enfin un panneau d'écran à la place du pare-brise, c'est pas la bonne solution non plus. Enfin, pour notre métier, notre approche, on va dire terrassier, bon, un peu moins vrai en tunnel, mais donc on est assez vigilant. Dans le choix des machines, on aime bien des machines où encore on a la vision directe sur la zone de travail, sur les différentes zones, et pas seulement des visions qui sont déduites de caméras. Et l'enjeu, c'est pas d'isoler l'opérateur. Non, de son environnement. Dans son environnement, il faut qu'il ait encore il a toujours le des collègues contact à côté, et la vision directe reste, parce que la caméra elle peut être salie, elle peut tomber en panne, ça arrive encore de temps en temps, et la vision directe reste un vrai atout au-delà de tous les aspects techno qu'on peut mettre sur une machine. Sur ces enjeux de sécurité, qui passent notamment par la visibilité, est-ce que vous faites remonter aux fournisseurs des points noirs qui ne sont toujours pas résolus en 2021? Oui, ça arrive régulièrement sur des systèmes de vision 3D ou 360, où on nous vend un système de vision 360, et puis on s'aperçoit très vite, on met un opérateur dans la machine, et puis on fait le tour de la pied de la machine, et puis on s'aperçoit, bah oui, mais là, on voit qu'un petit bout des pieds, en fait, il y a un angle mort. Ou la définition des caméras pas suffisante, qui fait que un homme qui a bien ses baudriers, oui on va le voir, mais on est sur un chantier urbain, l'enfant qui est plus de petite taille, là on va pas le voir, et c'est là où quelque part ces caméras peuvent être piégeuses et trompeuses, puisque l'opérateur peut être trop habitué à les regarder et finalement il voit pas tout. Il croit tout voir, mais il ne voit pas tout. D'accord, donc l'intérêt c'est de les sensibiliser en leur disant qu'ils ont effectivement cette assistance, mais que c'est pas non plus la panacée, qu'ils doivent rester vigilants et mettre... Comme nous, chez Razel, on n'a pas encore trouvé de système parfait. Alors, je ne sais pas si mes collègues l'ont trouvé, mais... Chez Jean Poirier... Non, c'est sûr, la vigilance du chauffeur, elle est indispensable. De toute façon, même si effectivement on essaye d'aller le plus loin possible en fait, dans tout ce qui est... sécurité, environnement, on y va, et le constructeur aussi, hein, effectivement, ils sont conscients de tout ça, mais bon, il y a des choses à améliorer, c'est évident, mais il faut aussi, de toute façon, l'homme à pied comme le conducteur doivent de toute façon rester vigilants. On effectue des quarts d'heure sécurité toutes les semaines, on remet ça sur le tapis toutes les semaines, on fait que ça, de ressasser les choses, parce que malgré tout arrivent les pépins. Et pourtant, Dieu sait qu'on met tout en œuvre pour les éviter, mais ça arrive encore aujourd'hui, hein, faut pas l'oublier. Mais bon, ça va dans le bon sens. On a les systèmes de caméra, on a les systèmes de radar, de LIDAR. Est-ce que une des technologies est plus adaptée aux conditions de chantier qui sont quand même très particulières? Voilà, plus adapté, je dirais pas, non, honnêtement non, par rapport à la sécurité, j'en ai voulu dire, non, honnêtement, avec toutes ces caméras de partout, après la vigilance du chauffeur, elle doit être là, il n'y a rien à faire, hein, je veux dire, on peut pas tout remplacer non plus, hein. Un jour, peut-être qu'on commandera les machines avec une PlayStation ou je ne sais trop quoi, là, à distance, et là, pour le coup, peut-être que ça sera résolu, mais pour l'instant, il y a toujours des opérateurs dans les machines. Et y compris dans les machines pour fondation spéciale. Et est-ce que déporter l'opérateur serait une solution? Est-ce que c'est envisageable selon vous? Alors, on n'y est pas non plus. Ce serait quand même une grande révolution. Maintenant, c'est vrai qu'en cherchant à automatiser les tâches ou en cherchant à aider l'opérateur à les piloter, surtout, si je reviens sur l'exemple du bétonnage, si on bétonne un pieu sur 30 mètres, il y a l'amorçage sur lequel il faut être vigilant, mais après c'est relativement constant. On pourrait imaginer que l'opérateur ne soit pas dans la cabine. Mais je dirais au coup d'après, il faut déplacer la machine, il faut se remettre en place. Peut-être que ça viendra un jour, mais aujourd'hui, c'est pas encore cette étape. C'est vraiment pas du moyen terme. Non, en fait, en tous les cas, l'opérateur déporté, qui ne serait pas in situ, je le vois pas arriver quand même très, très rapidement ou très vite. Ça me paraît aujourd'hui, même d'un point de vue culturel, assez en décalage avec le métier. D'accord. Laurent Chapon? Je dirais déporter à quelle distance de la machine en fait? Il y a
Razelbeck travaille aussi sur le nucléaire. Oui, Dans ces environnements, on va très vite arriver sur des démantèlements de centrales. On ne va pas envoyer des opérateurs C'est sûr. dans des milieux dangereux. Et on le voit aussi, on travaille aussi dans du désamiantage, dans des risques chimiques. On a des cabines pressurisées, on a plein de choses pour protéger l'opérateur. On réfléchit et on regarde de près toutes ces solutions de conduite déportée. On voit à l'heure actuelle sur des grues type fondation ou sur des chariots télescopiques de plus en plus de conduite déportée finalement, puisque l'opérateur n'est plus dans la cabine, il est à côté avec une télécommande comme sur les camions grues. Ouais. C'est les prémices, c'est le début. Ouais. Ça peut venir vite, Ouais. suivant ne serait-ce que pour la protection du conducteur. Ouais. Dans des milieux complexes, c'est des machines qu'on aura déjà tout, donc on a déjà vu sur des salons qui ne sont pas encore finalisés, mais qui peuvent apporter de réels atouts et de réelles réponses à des problématiques. vous parliez de démantèlement. Il existe des robots de démolition, alors pour l'instant de petite dimension, mais c'est typiquement ce genre de matériel que Exactement. vous mettez en œuvre. Exactement, des robots de démolition avec la télécommande à l'heure actuelle est encore assez proche de la machine. Tout On à peut fait. tout à fait imaginer, avec des caméras performantes, avec tout ce qui va bien, de mettre l'opérateur beaucoup plus loin de la machine. Et c'est là où ces conduites déportées vont avoir un intérêt pour protéger l'opérateur. Jean Poirier étant précurseur dans les systèmes de porte-outils multidirectionnels et dans le guidage, est-ce que vous envisagez à un moment donné d'avoir un matériel opéré à distance? Moi, je pense que de toute façon, à l'avenir, on y viendra, c'est certain. On parle de plus en plus des TMS, de ceci, de cela. Bon, aujourd'hui, le bruit, le confort, c'est vrai. Aujourd'hui, à l'époque, on ne prêtait pas attention à tout ça. Aujourd'hui, on prête attention à tout. Hein, le confort, le bruit. Bon, donc, idéalement, je pense qu'un jour, effectivement, je pense que les engins déportés, avec une commande déportée, moi, je pense que ça viendra, c'est évident, oui, c'est certain. Après, ça ne sera pas possible pour tout. Mais je pense qu'en fonction des tâches et en fonction du matériel, je pense qu'il y a des choses qui seront tout à fait réalisables dans ce style de conduite, c'est évident. D'accord. À plus court terme, vous avez à gérer la transition énergétique avec un enjeu fort puisque le GNR va voir sa fiscalité évoluer. Comment vous appréhendez ce changement chez SPI Fondation? Alors évidemment, c'est un enjeu qu'on a tous, hein, puisqu'on est tous diesel intensifs, on va dire. Donc c'est un vrai enjeu de court terme, finalement, parce qu'on parle de demain. Comment on gère ça? On s'intéresse évidemment aux énergies renouvelables, au travers aussi de ce que les constructeurs peuvent nous proposer. Il y a déjà eu un certain nombre d'expériences réalisées, que ce soit sur la technique électrique, le gaz, voilà, l'électrification des machines qui existait déjà. Donc on est très attentif à tout ça. On a aussi vu une foreuse hybride arriver récemment chez un constructeur qui allie le diesel et l'électrique. Voilà, mais on est un peu au début aujourd'hui. On essaye de trouver un petit peu le modèle de fonctionnement. C'est pas forcément très simple d'avoir des convictions et de prendre des grandes décisions aujourd'hui en 2021 pour l'avenir, puisque nos machines, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on les garde quand même plusieurs années. Voilà. Et puis, pour moi, il y a aussi un sujet d'accès à l'énergie, quelle qu'elle soit. On parle d'électricité, on parle d'hydrogène, on parle de gaz, on parle de différentes choses, mais il faut encore alimenter le chantier. Ça, c'est un enjeu important. Si on se trouve en site urbain, on arrive à imaginer comment on peut solutionner ces problèmes-là. On fait fonctionner des tunneliers qui sont très énergivores avec l'électricité. Donc si, je dirais, par la volonté politique, les choses s'organisent pour pouvoir trouver suffisamment de puissance électrique là où on se trouve, la solution peut être finalement mise en œuvre assez rapidement, parce que transformer une machine thermique en machine électrique, c'est bien maîtrisé aujourd'hui. Oui, oui. Quand on sort des sites urbains, la question est déjà différente. Il faut pouvoir se faire livrer de l'énergie sur le chantier, et là, le câble électrique, c'est peut-être pas la solution. On a des engins qui vont de quelques kilowatts à presque 1000 chevaux pour faire un compte-rond. Donc, on voit un peu qu'il y a beaucoup de diversité. Donc, pour moi, là où c'est compliqué d'y voir clair, c'est quelle énergie alternative va prendre le lead demain sur le marché et dans nos métiers, qui assoira finalement un peu nos décisions. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est pas encore tout à fait bien clair.
Et pour terminer, ces énergies alternatives, il faut aussi savoir comment elles sont produites. Parce que si c'est pour produire de l'électricité avec du charbon, on n'a que déporté le problème. C'est la même chose avec l'hydrogène. Alors on entend parler de beaucoup de choses, hein. L'électricité verte, mais comment va-t-on faire pour en produire assez? L'hydrogène vert, donc il y a toutes ces questions qui sont devant nous. Moi je suis convaincu que c'est un virage qu'on va prendre. Quel virage va-t-on prendre? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse aujourd'hui. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut investiguer un petit peu toutes les solutions, toutes les filières, et au fur et à mesure se fermer quelques options. Alors je crois déjà, parce que dans une approche matérielle, il faut déjà avoir la fiabilité, la robustesse des solutions, leur aspect pratique, la capacité du chantier à les manager aussi. Donc ça, c'est une approche qu'on doit avoir en tant que responsable matériel. Donc on doit forcément regarder tout le scope des solutions qui se proposent. Et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, voir comment va évoluer aussi le réseau de distribution. Aujourd'hui, on trouve très facilement du gasoil partout. Tout s'est organisé autour de ça depuis très très longtemps. Sur les véhicules particuliers, on voit qu'on pousse l'électrique ou hybride rechargeable. Quelle solution va émerger en termes de distribution d'énergie pour les TP? Moi, je considère aujourd'hui que c'est pas encore bien clair. Chez Razelbeck, est-ce que vous raisonnez, on va dire, chantier urbain et chantier hors ville, ou vous raisonnez plutôt par ligne de produit? On pourrait raisonner un peu comme ça, mais malheureusement, des fois, on est en ville sans y être. Si vous êtes sur une ZAC, finalement, vous arrivez avant tout le monde. Il n'y a pas encore les réseaux, il n'y a pas encore la rien. ville. Oui. Donc, c'est pas encore la ville. Et pourtant, c'est nos agences urbaines qui font ce type de chantier. Après, on regarde toutes les solutions en parallèle. Je reviendrai sur ce qu'a dit le collègue. Bien, celui qui sait quelle solution va émerger, il est très fort à l'heure actuelle. On fait des tests, on a des camions gaz, ça c'est une réalité des choses. On a déjà pris, on fait des locations de matériel pour les essayer. On regarde toutes ces solutions en parallèle. À l'heure actuelle, on n'a pas de conviction sur une énergie en particulier. On regarde, on se tient en veille. Vous testez. Et on teste. D'accord. Le retour d'expérience sur les camions gaz, par exemple, dans quel contexte vous les avez mis en œuvre? Alors, c'est des camions très clairement qui sont destinés aux ZFE, qui sont déjà existantes ou futures. D'accord. La difficulté, c'est l'approvisionnement. Le diesel, les stations diesel, vous en avez partout. Des stations gaz, il y en a quand même un petit peu moins, même si ça se développe. Voilà, c'est la difficulté. Après, c'est des camions qui sont dédiés aux agences, qui a un métier particulier, avec des kilométrages qui vont bien en face. C'est applicable dans d'autres conditions. Voilà. Là où on a mis ces camions, c'est qu'on avait la conviction que ça, était à peu près sûr que ça allait marcher. Après, est-ce que c'est la bonne solution pour demain? On n'est pas sûr non plus. Et ce qui veut dire que pour l'instant, vous ne pouvez pas le généraliser et les mettre dans la flotte pour assurer toutes les missions sur toutes les distances et dans tous les contextes. Actuelle, non. D'accord, on est vraiment encore là à l'expérimentation. Exactement. Stade de l'expérimentation. C'est confirmer nos convictions. Bonne ou mauvaise, on verra. D'accord. Jean Poirier, l'électrique dans un parc comme le vôtre, est-ce que c'est envisageable? Très honnêtement, c'est très compliqué. Moi, franchement, je suis pour l'hybride, quoi. Oui. Je pense que c'est le meilleur compromis. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on a fait l'acquisition d'un D6 il y a 1 an, oui. Le D6XE. Bon, ben voilà, un outil qui consommait, on avait un D6T à l'époque. Cet outil qui consommait 40 bons litres à l'heure. Aujourd'hui, avec le D6XE, on est à moitié, on est à 20 litres. Bon, alors je trouve que c'est déjà rudement bien, c'est quand même exceptionnel. Bon, ben voilà, c'est un outil en fait qui est équipé, c'est un moteur thermique qui alimente en fait des génératrices et qui fait donc faire la translation du bulle. Et c'est une efficacité exceptionnelle. Et moi, je pense que c'est le meilleur compromis aujourd'hui. C'est-à-dire, bon ben voilà, effectivement, il faudra toujours du GNR. Pour autant, en ayant une partie électrique, tout à fait. Eh bien, ma foi, voilà, on fait des économies, on descend toutes les consommations, donc on est un peu plus dans les cordes aujourd'hui. Et moi, je pense que on va suivre l'évolution des constructeurs, parce que de toute façon, très clairement, qui va nous faire le bon choix demain, ce sera les constructeurs. Alors peut-être l'électrique, peut-être effectivement l'hybride, je ne sais pas. Moi, nous qui travaillons en province, si vous voulez, très clairement, si demain il y a des machines
ce qui arrive sur le marché en hybride, moi personnellement, ça sera mon choix. D'accord. Sur des matériels de production, est-ce que vous Bah avez oui. mentionné vos mini-pelles, est-ce que sur des mini-pelles, ça fait sens d'avoir une motorisation hybride? Encore une fois, c'est compliqué quand même hein, aujourd'hui. Hein. Alors, en plus, très honnêtement, on n'a encore pas cette culture. Nous, on a un véhicule électrique au sein de l'entreprise pour une petite Zoé pour aller faire nos bricoles de droite de gauche. C'est vrai que c'est exceptionnel. Hein. Il n'y a pas de sujet. C'est un outil qui va très bien. Maintenant, si vous voulez, les mini-pelles électriques, les recharger où, quoi, comment, les ramener tous les soirs. Généralement, on laisse le matériel en lieu et place. Je ne sais pas si demain on pourra alimenter nos mini-pelles sur les bornes électriques du privé, enfin pas du privé, mais du public. Peut-être que oui, je ne sais pas. Mais pour l'instant, moi, je vois ça compliqué. Alors, l'électricité, encore une fois, ça va être un problème demain, hein, parce que comment allons-nous faire pour alimenter tous ces engins, toutes ces voitures, peut-être ces camions, je ne sais pas, alors qu'on va démanteler des centrales électriques de partout, ça va être compliqué Complètement. quand même tout ça. Hein. Pas d'expérience avec le gaz? Alors non, dans l'immédiat, moi j'ai pas d'expérience avec le gaz, non du tout. D'accord. Dans le domaine des fondations spéciales, sont apparues très récemment des foreuses 100% électriques. D'après le constructeur, elles font parfaitement le job et elles tiennent à la charge toute une journée de travail. Est-ce que vous avez un retour d'expérience à partager avec nous? Alors, je peux partager des informations. Un retour d'expérience, ça serait quand même pas correct de dire ça, puisque cette machine, on ne l'a pas expérimentée nous-mêmes. Elle est chez l'un de nos confrères, mais on a eu l'occasion de pouvoir la visiter et de pouvoir partager sur le sujet. Bon, c'est une première machine. C'est une machine purement électrique sur batterie. Il y a des questions économiques autour du produit, puisque le coût des batteries représente l'équivalent du coût initial de la machine, par exemple. Donc il y a quand même des choses aujourd'hui qu'il faudra résoudre. Et en termes de fonctionnalité et puis de durée de fonctionnement, je pense que ça a été dit dans le premier plateau. Il est annoncé qu'elle peut fonctionner 8 heures ou 10 heures. Elle peut effectivement être présente 8 à 10 heures sur le chantier. En pratique, si on veut vraiment la faire travailler 8 à 10 heures, il y a une vraie problématique d'autonomie sur la batterie. Et le temps de rechargement, il peut être court, mais il faut une grosse capacité électrique en rechargement. Et si on a une capacité conventionnelle, finalement, le temps de rechargement de la batterie... on est peut-être sur quelque chose de 10 ou 12 heures, donc finalement ça coupe un peu la journée en deux entre je recharge, enfin le cycle de 24 heures entre je recharge et je travaille. Et sur la période de travail, la machine aujourd'hui a montré ses limites. Maintenant, c'est un premier produit à l'identique des voitures. Je pense que les voitures n'avaient pas les autonomies de 300 ou 400 km il y a encore pas très longtemps. Donc tout ça va évoluer. Je trouve que c'est intéressant en site urbain. Même si l'électricité est produite à partir d'énergie fossile, on a quand même, en fait, on n'a pas d'émissions là où on travaille avec la machine, on est en zéro émission locale, donc c'est quand même un intérêt pour la ville. Hein. Ça ne résout pas le problème de l'électricité en soi. Je pense que ça va progresser. Ce même constructeur, Liber, si on peut le nommer, a aussi fait des grues de manutention. Enfin, on voit qu'ils travaillent aussi sur une autre foreuse en développement. Donc on voit bien qu'ils se sont inscrits, eux, dans le développement de cette technologie. Et je pense que ça va progresser. Laurent Chapon, vous avez un retour Je dirais que par rapport aux fondations, sur le Grand Paris, on a des choses qui sont fondations ou des terrassements de grande profondeur où on a des machines assez similaires qui ne bougent pas. Et là, on voit qu'on pourrait envisager de brancher la machine, de même que des chariots rotatifs qui se branchent, que même des grues qui se branchent. Dans ces contextes-là, on voit qu'on peut arriver à faire des choses. Après, pour des grands chantiers linéaires, type LGV, type autoroute, type Canal Seine-Nord, là, on se voit un peu démunis. D'autant plus que nos clients sont en général de plus en plus exigeants sur les délais. Ils veulent aller de plus en plus vite, ce qui nous oblige souvent à faire des doubles postes, voire des triples postes avec les machines. C'est quand qu'on peut la charger, quoi. C'est ce sujet-là qui arrive très très vite. Si on fait un poste de 8 heures et qu'on a le reste de la nuit pour la charger, ça va. Si on fait déjà 2 postes de 8 heures, donc il n'en reste plus que 8 pour la charger, ça devient compliqué. Donc c'est ces questions-là aussi qui se posent. Hein. Et est-ce qu'on va être obligé d'avoir 3 fois plus de machines sur les chantiers, sachant qu'elles ne sont pas données non plus. Donc ça pose de multiples questions derrière.
D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ça se transforme un petit peu vos achats et votre gestion de parc? Est-ce que ça vous incite peut-être à monter en gamme pour être plus productif et répondre aux contraintes de vos clients? Comment vous appréhendez ce problème? Sur on va dire sur l'électrique, donc actuellement, ce qui est principalement disponible, c'est de la petite machine. Donc, c'est des machines qu'on prend plutôt en loc à l'heure actuelle. On essaye, on montre aux clients, voilà, on fait l'effort, regardez les difficultés aussi qu'on a, pour que nos clients soient aussi conscients de nos difficultés. Parce que c'est beau d'écrire certaines choses des fois, mais il faut qu'elles soient réalisables. Et c'est aussi c'est ça qu'on fait à l'heure actuelle. Après, un investissement sur ces machines-là, pour nous, ça nous semble encore un peu prématuré. C'est pour ça qu'on préfère les louer. D'accord. Et sur des matériels de production, quels... Sur les matériels de production, comme je viens de le dire, il y a le cœur de métier de Razel, c'est encore un peu le terrassement. Et donc sur des chantiers linéaires, ça nous semble très compliqué ce type de machine. D'accord. Donc on regarde peut-être d'autres solutions, des biodiesels, pour peu qu'ils soient reconnus comme réellement verts. Et disponibles suffisamment aussi. en quantité et en proximité avec vos chantiers. Mais qui change moins le schéma actuel de fonctionnement. Complètement. Donc il serait peut-être plus facile à mettre en œuvre encore. Jean Poirier, vous, c'est l'hybride. On voit que ça répond à vos enjeux. Et est-ce que d'autres matériels pourraient être susceptibles d'évoluer comme ça dans votre parc? Ah oui, oui, absolument, oui, les pelles, hein. Oui. Très clairement, les pelles arrivent aussi comme ça en hybride, hein. Alors c'est un autre système, mais c'est semblable, hein. Et il y a des économies aussi importantes, hein, au niveau de la consommation du carburant, très clairement, hein. Komatsu fait ça, Caterpillar aussi, hein. Tous ces gens-là commencent et évoluent aussi et vont dans ce sens. Mais moi, oui, effectivement, pour moi, honnêtement, le meilleur des compromis, c'est l'hybride. La transition écologique, c'est une chose, c'est très bien, et je pense qu'il faut aller dans ce sens, il n'y a aucun sujet. Maintenant, je pense qu'il faut y aller avec parcimonie, il faut voir les choses tranquillement. Je rejoins mes collègues, il faut laisser le temps au temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique, hein, très clairement. Voilà, pour moi, le meilleur des compromis, c'est l'hybride. D'accord. Très clairement. À l'exploitation, ce ne sont pas des matériels qui sont plus compliqués à entretenir? Alors, c'est pas plus compliqué, par contre, c'est beaucoup plus onéreux. Alors, encore une fois, le vrai sujet, il est là, enfin, hein. Je veux dire, on va dans un sens. Maintenant, il faut aussi que tout suive. C'est-à-dire que je dis tout suive, c'est les prix. C'est-à-dire que quand nos marchés demain, quand on répond sur nos marchés, alors on nous demande effectivement d'écrire et de dire qu'on va dans ce sens, très bien, mais il faut aussi que demain, on puisse répondre avec des prix qui sont tout à fait corrects, parce que un exemple, entre le Bull, entre le D6E que j'ai acheté et un Komatsu sur lequel j'avais aussi consulté, qui n'était pas avec cette version hybride, il y a 30% d'écart quand même. Ce qui est quand même pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire dans la mesure où vos prestations ne seront pas évaluées. Et voilà. Alors, il y a cette incidence carburant, très bien, mais enfin quand même, ça fait pas tout. D'accord. Et est-ce que les constructeurs sont réceptifs quand vous leur dites qu'à un moment donné, l'hybride, c'est la solution qui vous va bien, mais qu'il faudrait peut-être étendre l'offre parce qu'elle est encore assez limitée? Oui, absolument. Tous les constructeurs n'en proposent pas. Oui. Et chez ceux qui en proposent, c'est souvent un ou deux modèles. Oui. On n'est pas encore sur une offre pléthorique. Oui, absolument. Alors moi, j'en ai déjà parlé avec eux, effectivement. Moi, personnellement, de mon côté, pour moi, je dis bien en province, là où on est un peu à la campagne de partout, nous, idéalement, voilà, je leur dis, il faut vraiment vous orienter là-dessus. Parce que pour nous, l'électrique, le 100% électrique, j'entends, ça va être très compliqué. Je rejoins en urbain peut-être, effectivement, c'est très bien pour les émissions et tout, c'est vrai que c'est exceptionnel. Maintenant, encore faut-il pouvoir assumer tout ça électriquement, ça va être un autre problème aussi. Laurent Chapon, à terme, le parc Razelbeck, ce seront des machines électriques, des machines fonctionnant au gaz, des machines hybrides, des machines fonctionnant au biocarburant? Je dirais probablement oui, un mix de toutes ces solutions en fonction des cas, des types de machines, Je ne crois pas à une solution unique. Notre métier est trop divers pour arriver à une solution unique. On est encore dans une phase de transition. Donc moi, je ne crois pas à une solution unique. Je rajouterais sur les prix des machines, je faisais la réflexion en titillant gentiment à nos fournisseurs. Une Zoé n'est pas 2 fois plus chère qu'une Clio.
puisque à l'heure actuelle, ce type de machines sont malheureusement très vendus beaucoup plus cher que leurs équivalents conventionnels. Donc il y a aussi, eux, leur part du chemin qui est à faire de leur côté, puisque nos clients ne valorisent pas, c'est ça. À l'heure actuelle, nos efforts, malheureusement. C'est sûr. Et donc ça veut dire une gestion du parc un petit peu plus complexe. Exactement, encore avec des budgets encore plus à tenir au cordeau, et voilà, c'est des difficultés supplémentaires, surtout pour nos équipes mécaniques aussi, d'être aussi compétent sur une machine électrique qu'une machine au gaz, qu'une machine diesel. C'est un chemin à faire au niveau de la formation et du renouvellement des équipes. Chez SPI Fondation, Richard Loyer, est-ce que vous allez essayer de restreindre un petit peu le spectre, ou vous serez également sur un mix énergétique? Je pense qu'on sera sur un mix pour les raisons qu'on a évoquées. C'est que on voit bien qu'entre le milieu urbain, où on peut imaginer avoir effectivement à disposition de l'électricité, ou périurbain, comme ça a été dit, et puis en province, on ne sera pas du tout confronté aux mêmes choses. Et puis je voudrais généraliser un peu plus la réflexion, puisque nous on travaille aussi à l'export, par exemple. Ce que l'on fait ici, c'est une réflexion purement locale. On a un chantier, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Comment arriver avec ces machines-là sur place? Pour être très transparent, on conserve des engins parce qu'ils ont une technologie moteur moins évoluée que ce qui est réglementairement attendu en Europe, parce que là-bas on ne trouve pas les qualités de gasoil qui permettent de faire tourner un moteur Tier 4F ou Tier 5 aujourd'hui. Donc dans la même démarche, en fait, on voit bien qu'on est confronté à des milieux et des contraintes différentes, et que la réponse, elle ne sera pas unique, mais elle sera multiple. Et effectivement, avec une gestion de parc qui n'est pas simple, puisqu'il y a des machines qu'on peut faire circuler dans des zones, pas dans d'autres. Voilà. Et donc, dans vos entreprises qui travaillent à l'international, on a la même problématique chez Razel, puisqu'on est très présent à l'international aussi. Bon, après, je dirais que ce gap de transférer des machines de l'Europe à l'Afrique en particulier, on a arrêté depuis déjà un certain temps, puisque les machines, ne serait-ce que Euro 5, étaient déjà très compliquées à envoyer là-bas. Donc on achète des machines spécifiques pour ces régions. On regarde quand même ces solutions électriques, parce que paradoxalement, ça semble plus facile de mettre un groupe électrogène qui lui serait adapté à l'environnement local pour alimenter une machine électrique, que d'envoyer une machine thermique Euro 6 dans des environnements comme ça. Incroyable. C'est des choses, on regarde, on se pose encore beaucoup de questions. Après, on parlait de la valorisation, pour le coup, là-bas, on n'a pas encore ces demandes ou contraintes. Là, je pense qu'on est au summum du paradoxe. Exactement. Mais ça illustre bien la complexité des choses, et le fait que, pour l'instant, tout le monde est en phase d'apprentissage et que rien n'est encore acquis. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Pour cela, j'appelle Mathieu. Mathieu, vous êtes chargé de relayer les questions des internautes. Y en a-t-il pour nos invités? Bonjour Jean-Noël, oui tout à fait, il y a quelques questions sur le chat et au sein de la rédaction. Alors on l'aura compris, la consommation est le nerf de la guerre. Quels outils utilisez-vous pour mesurer vos consommations de diesel? Alors nous aujourd'hui, en fait, toutes nos machines sont reliées donc avec alors soit comme Trax, voilà. Les différents systèmes de télématique. Bah voilà, c'est ça. Donc on suit tout ça avec ça. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on a des contrats avec les constructeurs, quels qu'ils soient, et on suit donc au quotidien toutes ces consommations avec ces fameux logiciels du constructeur. D'accord. En partie sur la télématique. Et on fait aussi un peu à l'ancienne, c'est-à-dire regardant ce qu'on a mis réellement comme gasoil, comme GNR dans la machine. Parce qu'on s'est aperçu que certaines télématiques remontaient des valeurs qui n'étaient pas tout à fait justes. Oui, donc des écarts qu'on peut préciser. Alors, l'écart qui sera quantifié, est-ce que c'est du vandalisme, du vol, D'accord, mais vous observez des différences on observe des différences entre ce que nous remontent les OCL, l'instrumentation embarquée de la réellement dans les machines. À l'identique, la télématique, les données remontent des machines. La digitalisation en général apporte les moyens de suivre ça sans y passer trop de temps et y mettre trop de moyens. Et c'est le moyen pour moi le plus simple aujourd'hui de suivre ce genre de sujet. D'accord. Mathieu, une autre question?
Alors, il semble que la prochaine frontière, ce soit la commande à distance des engins. Alors, on a vu des choses très futuristes apparaître avec des sièges, des écrans. Est-ce que vous avez été sollicité pour tester ce type de dispositif? Non, 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 moi absolument pas. Non, 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 mais on imagine tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, dans les écoles de travaux publics, il y a des simulateurs, et on imagine tout à fait effectivement avoir ce type de matériel demain, hein, arriver dans un bungalow ou je ne sais comment, et en fait, opérer la machine. il pilotera sa machine de cet endroit comme ça, hein, c'est sûr. D'accord. Chez Razelbeck, Sollicité, on fait partie d'un Razelbeck fait partie d'un grand groupe, donc on a. Bomac, vous n'avez pas mis quelques machines à disposition? Non, on ne les a pas eu à disposition. Par contre, nos collègues de chez Bomac nous remontent les informations sur leurs difficultés. Ça reste des systèmes qui sont pour l'heure assez complexes et qui posent plein de questions aussi sur la sécurité. Et sur est-ce qu'on tolère d'avoir des gens autour de ces machines conduits à distance ou pas? Et la réglementation aussi, accessoirement. Exactement. C'est ça. Chez SPI Fondation, Chez SPI Fondation, comme j'ai dit, la commande proche de la machine, on a aussi ces dispositifs pour la charger, la décharger, des postes de conduite un peu déportés, mais toujours en vision directe. Sollicité, non. Par contre, sur des simulateurs de formation, d'apprentissage, oui. Voilà, on nous a proposé ça. Je pense que c'est en tous les cas dans la formation, un vrai moyen de mettre en place. Pas sur le matériel en tant que tel. Pas encore. Vous seriez partant? Pour tester toujours, en matière d'innovation, oui, bien sûr. Quelle réalité ça pourra prendre dans le chantier? Vous savez, en forage petit diamètre, on en est à gérer le risque de happement sur le chantier par rapport au train de tige qui tourne. Bon, c'est un sujet qui est résolu, mais c'est pas si vieux que ça, donc laisser des machines en autonomie dans une zone de chantier, il y a des questions de sécurité, de responsabilité, s'il se passe quelque chose, parce que les incidents peuvent arriver. Qui assumera? Je pense qu'il y a des questions là aussi qui se posent. D'accord, donc l'opérateur a encore toute sa raison d'être. Aujourd'hui, oui, l'aider, comme je l'ai dit, lui apporter de l'aide à la conduite, des informations pertinentes, oui. L'isoler du chantier, je n'ai pas cette vision aujourd'hui de nos chantiers. D'accord. Mathieu, une question? Alors, on a vu aussi émerger en complément de la télématique déjà présente dans les machines de nombreux objets connectés. Est-ce que ce type de dispositif peut vous intéresser en complément de ce qui existe déjà dans vos engins? Je n'ai pas compris la question. L'Internet des objets, donc rajouter des objets connectés sur vos matériels pour avoir de la remontée d'informations. Est-ce que ça vous paraît... On en a déjà pas mal, hein. Honnêtement, on en a déjà pas mal, hein, avec tous ces... On rajoute pas une brique supplémentaire pour se faire plaisir. Honnêtement, non, parce qu'après, faut aussi quelqu'un qui les analyse, hein. On peut pas passer et faire que ça. Non, honnêtement, non. Moi, pour l'instant, je pense que c'est bien. L'IoT, on pratique un peu, mais c'est plus dans une vision logistique, je dirais. Parce que les machines sont géolocalisées, et puis on les voit passer sur les camions, généralement, on ne les perd pas. Sur les accessoires, parfois, c'est plus compliqué à suivre. Donc, c'est intéressant, on regarde ces sujets. Et c'est une perte de temps en plus pour le retrouver. Tout à fait, et puis ça permet vraiment de l'automatisation. On a un parc assez étendu et plusieurs milliers de références. En fait, il y a encore beaucoup la main de l'homme pour les mouvements de matériel, toutes ces choses-là. Donc l'IoT, je pense, peut vraiment nous apporter quelque chose dans ce domaine-là. Déjà, je suis dans ce cas de figure de ne pas aller trop dans l'excès de data parce qu'il faut les analyser, il faut des gens qu'elles soient pertinentes. Lors de la conférence d'avant, ils ont parlé du coût de la gestion de ces data. Est-ce qu'il faut qu'elles apportent réellement financièrement et économiquement à l'entreprise? Après, il y a des choses qui nous semblent beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus proches. La reconnaissance automatique d'un godet. La machine reconnaît le godet, elle a ses dimensions, elle s'adapte tout de suite sur son guidage. Ce genre de choses nous paraît être des bonnes approches et des vrais atouts, on va dire, dans le monde des machines connectées. Et ça répond vraiment à vos besoins. Et ça répond à un réel besoin. De la même manière que la géolocalisation des accessoires qui permet d'éviter des mauvaises surprises. Et de retrouver les réglages automatiquement. Exactement. Donc le risque de malutilisation réduire le risque d'erreur très clairement vis-à-vis de l'opérateur et d'avoir un chantier qui finit à 20 cm trop haut ou 20 cm trop bas. Ce qui n'est pas exact. Ce qui arrive. Ce qui peut faire des ans. Mathieu, une dernière question pour nos invités. Alors, il y a une pénurie d'opérateurs. Est-ce que vous avez mis en place des mesures
en interne pour essayer de sortir de cette impasse? Jean, pourriez-vous Oui, alors allez moi, les chercher? oui, non, alors moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous on former. prend des jeunes, on a beaucoup de jeunes en apprentissage, en formation, en alternance. Le vivier pour moi il est là. Aujourd'hui il y a un réel problème de débauche et de surenchère et ça je trouve ça fortement désagréable, genre de ça. Et malheureusement c'est le cas en ce moment. Moi je n'œuvre pas de cette façon, c'est hors de question. Moi je crois à la formation. Aujourd'hui on a des tas de jeunes qui veulent travailler, qui cherchent du job. Il faut, le vivier il est là, il faut intéresser nos jeunes à notre métier, ça c'est une évidence. Mais maintenant voilà, pour moi c'est la jeunesse qu'il faut faire venir, c'est tout. Le groupe dont vous dépendez s'est récemment doté d'une marque employeur. Donc on joue aussi les synergies, comme chez SP Batignolles, Oui. à l'intérieur du groupe. Après, c'est chacun qui défend son métier. Comment ça se passe? Bah, on essaye de ne pas être en concurrence entre nous-mêmes à l'intérieur du groupe. Je pense que ça, c'est déjà une première chose. On n'apprécie pas beaucoup non plus le mercato et les raids sauvages qu'on peut voir, parce que c'est une vision court-termiste, même pour le salarié lui-même, en fait, il se retrouve en décalage. On a eu une très grosse vague sur le Grand Paris. Oui, ça a été... Et la vague redescend un peu, il y a un petit plateau et certains sont un peu plus tristes maintenant qu'il y a quelques mois en arrière. Non, l'attractivité, nous aussi, l'alternance, c'est quelque chose de très important à l'échelle du groupe et dans notre filiale a fortiori. C'est vraiment quelque chose et on a de très bons résultats, des gens qui se sont intégrés dans l'entreprise, qui ont des progressions, de très belles carrières chez nous. C'est un moyen de détecter les talents. L'attractivité, alors on en a parlé au travers du matériel, d'avoir des outils qui intéressent les générations qui arrivent sur le marché du travail. Et puis la formation aussi au poste de travail. J'ai parlé d'un métier qui vient de l'expérience et de la connaissance acquise et de la mettre dans les données, mais il faut aussi la transmettre aux gens et l'accompagnement par le tutorat, c'est aussi quelque chose qui permet de fidéliser les gens. D'accord. Un peu la même chose, hein. Après, je dirais que des nuances régionales assez fortes. Je dirais qu'en Ile-de-France, on n'a pas les mêmes difficultés qu'on peut avoir en province, parce qu'en province, on a encore des gens, on va dire, du cru, des terriens qui apprécient nos métiers. Voilà. Sur l'Île-de-France, on a d'autres problématiques, hein. On a une stabilité du personnel, ils s'intéressent un petit peu, puis finalement, il disparaît un matin. Bon, ça arrive, il faut les intéresser, les pérenniser dans le temps. C'est la vraie difficulté de notre métier à l'heure actuelle. Le volet RH et des belles machines avec des beaux écrans aident à fidéliser le personnel. Donc encore une mission pour vos directions. Donc on le voit, vous êtes très sollicité, mais vous avez toute la raison d'être dans l'entreprise puisque vous conditionnez quand même la réussite et le bon avancement des travaux. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver les replays sur les réseaux sociaux. Je remercie nos intervenants, je remercie les internautes qui nous ont suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine réunion de Chantier de France.